Si vous avez l'habitude de manger pendant que vous regardez des vidéos sur YouTube, je vous conseille d'arrêter pour celle-là. Parce qu'on part pour l'Aveyron et pour une histoire assez sordide. Sans perdre de temps, je vous propose de partir à Brasque, une petite commune de l'Aveyron. Et contrairement à la vidéo précédente, il n'est pas nécessaire de remonter loin dans le temps puisque nous sommes en 2023. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Georges Mechler qui a 60 ans et vit dans cette petite commune tranquille depuis à peu près 4 ans au moment des faits. C'est un homme divorcé qui a décidé de quitter un peu la ville pour trouver la tranquillité et qui a acheté une petite maison dans les bois, une maison au calme et assez vétuste, il faut le dire. Cette maison, elle est en cours de rénovation, il vit donc dans les travaux et puis surtout, il n'y a pas d'eau ni d'électricité. C'est quand même pas terrible, mais Georges, qu'on surnomme Diego, il adore ça. Il a ses chiens, il a ses ruches qui produisent du miel et surtout, il a la paix. Cet homme aime la tranquillité, mais ce n'est pas pour autant un ermite. Il est connu dans le village, il fréquente ses voisins, qu'il rencontre souvent, et il participe aussi à des associations locales, par exemple l'association de pétanque. C'est un mordu de pétanque et il joue très souvent avec ses voisins, ses copains. C'est donc un homme sans histoire, mais qui pour autant donne des nouvelles à ses proches. Je vous l'ai dit, il est divorcé, mais il a gardé des contacts avec son ex-femme et il a aussi des contacts avec leur fille. Sauf qu'en janvier 2023, il coupe le contact. Il ne donne plus de nouvelles, il ne répond pas vraiment à sa fille ni à son ex. Les deux femmes qui le connaissent bien commencent à s'inquiéter et le relance régulièrement. Et il finit par répondre. Il envoie des SMS pour dire que tout va bien, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Problème, ces SMS-là, ils sont inquiétants parce que ce n'est pas du tout le style d'écriture de Diego. Vous savez, on reconnaît une personne à sa façon d'écrire des lettres, des courriers, mais aussi des SMS. Et là, on sent que ce n'est pas lui. La famille va donc signaler officiellement sa disparition le 5 février 2023. Et les forces de l'ordre, elles vont rapidement prendre cette affaire au sérieux et commencer à chercher où est passé Diego. Et donc ils vont commencer par analyser son compte bancaire pour voir s'il y a des mouvements. Le dernier date du 30 janvier. Et ça reste étonnant, même pour un homme reclus comme lui, parce que même lui, il a besoin de faire ses courses, de manger, d'aller faire le plein, d'avoir des dépenses. Il décide donc de se rendre sur place pour vérifier si Diego est présent ou pas. Ça se passe le 10 février. Les gendarmes se rendent au domicile de Diego, dans sa petite maison tranquille. Ils toquent à la porte, mais personne ne répond. Ils vont fouiller le jardin, ne trouvent rien, ne trouvent aucune trace qui laisserait penser à une infraction qui aurait été commise sur place, rien du tout. Et comme habituellement dans ces cas-là, on élargit le champ de recherche et donc on va chercher les kilomètres autour. Ils arrivent donc dans le village de Coupiac, qui est un village qui est à 10 minutes à peu près de la maison de Diego, et vont recommencer à demander si quelqu'un a vu Diego, s'il a des nouvelles, et à fouiller un petit peu. Et c'est dans ces conditions qu'ils vont faire une découverte macabre. Diego est mort, c'est certain, parce qu'on retrouve dans un jardin de Coupiac les restes d'un cadavre qui a été démembré, mais surtout qui a été bouilli. Oui, bouilli. Je vous ai dit d'arrêter de manger. Et l'autopsie va confirmer qu'il s'agit bien de Diego. Très rapidement, cette enquête pour meurtre va donner lieu à des interpellations, des gardes à vue et on identifie 3 suspects. On a Philippe, 57 ans, sa compagne de 43 ans et leur ami trentenaire. À ce stade, je ne peux pas vous préciser pourquoi et exactement comment ils ont été arrêtés, mais visiblement, les restes étaient dans leur jardin. En tout cas, on remonte très vite leur piste. Entendus en garde à vue, ils vont très rapidement passer aux aveux, mais ils n'auront pas exactement les mêmes versions. On a 3 hypothèses qui se dégagent. La première hypothèse qu'on retrouve, c'est que les 3 comparses étaient persuadés que Diego revendait de la drogue. Ça peut sembler étonnant pour un homme de 60 ans, mais en fait, c'est la planque idéale. Je vous l'ai dit, sa maison, elle était un peu perdue dans les bois, donc il aurait très bien pu être soit une nourrice, donc ceux qui gardent les stupéfiants, soit un revendeur, voire même il aurait pu faire pousser. On ne l'aurait pas forcément soupçonné, donc c'est une piste qui pourrait être sérieuse. Les 2 amis se seraient donc rendus chez Diego pour chercher la drogue, et ça aurait mal tourné.
La deuxième hypothèse qu'on a pu retrouver, ça serait un crime qui serait motivé par l'argent. Philippe, qui avait des restaurants, notamment une pizzeria, aurait eu des problèmes d'argent et il aurait cherché une victime qui puisse régler son problème. Son ami lui aurait alors indiqué que Diego aurait hérité de terre et qu'il serait la cible, le pigeon idéal. Et les deux hommes se seraient à nouveau rendus chez lui pour l'arnaquer, l'extorquer. La troisième hypothèse, c'est le crime passionnel. Diego aurait eu une aventure avec la femme de Philippe, elle aurait été en lien avec cet homme et ce serait un règlement de compte amoureux. Mais pour cette hypothèse, on n'a aucun élément qui vient le confirmer réellement dans l'enquête. Et peu importe la version qu'on choisit, la suite des événements est la même. On a donc deux hommes, Philippe et son ami, qui se rendent chez Diego, qui le bâillonne pour fouiller sa maison. Sauf que le bâillon est trop serré et Diego va décéder étouffé. Philippe explique que lorsqu'il s'en est rendu compte, il a décidé de revenir le lendemain pour se débarrasser du corps. Et pour s'en débarrasser, ils utilisent leurs aptitudes professionnelles respectives. Philippe, c'est un ancien boucher, c'est un cuisinier, il a eu une pizzeria, donc il s'y connaît dans la découpe. Son ami, c'est un fossoyeur. Philippe prend donc la décision de découper Diego pour essayer de faire disparaître le corps plus facilement, si seulement ça s'arrêtait là. Après l'avoir découpé, il décide de le faire bouillir dans de l'eau de javel pour essayer d'éliminer toute preuve, toute trace et rendre son identification plus compliquée. Mais il se rend compte aussi que ça sent. Alors il prend la décision saugrenue d'y rajouter des herbes et des légumes. Son idée, c'est qu'il va camoufler l'odeur comme ça. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec un pot-au-feu de Diego dans la cuisine du boucher. Une fois cuit, il va se débarrasser des restes en se disant qu'il vaudrait mieux les faire brûler. Donc il va calciner tous les restes. Et avec son ami fossoyeur et éventuellement l'intervention de sa compagne, eh bien ils vont disperser les restes dans le jardin. Et cette dispersion, elle a aussi un sens pour Philippe parce qu'il expliquera qu'il est bouddhiste et que pour lui, remettre à la terre Diego, c'est un peu une façon de faciliter sa réincarnation. Je suis pas experte en bouddhisme, mais il me semble pas que tuer des gens et les découper, les cuire, ça soit vachement dans les préceptes. Mais peut-être que je me trompe. C'est donc assez idiot de répartir les restes de quelqu'un dans un jardin parce que c'est visible et c'est comme ça qu'ils se font arrêter. Les 3 suspects qui sont donc passés aux aveux sont entendus par un juge d'instruction, ils sont mis en examen. L'infraction qui est retenue, c'est la séquestration suivie de mort et ils seront placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement. La suite de cette affaire, eh bien, vous devrez l'attendre comme moi. Malheureusement ou pas, l'Aveyron est un des départements, voire le département le plus sûr de France. Donc ça a été assez compliqué pour moi de vous trouver une affaire intéressante à vous raconter et une affaire qui soit terminée. Cette affaire, elle est toujours en cours d'instruction, ce qui veut dire que le dossier n'est pas complètement accessible, que les personnes n'ont pas été condamnées. Pour l'instant, elles sont toujours en détention provisoire. Peu d'informations ont fuité dans la presse et ça c'est grâce au secret de l'instruction. Il est garanti par l'article 11 du Code de procédure pénale et en fait c'est cet article qui impose aux membres, aux parties d'un dossier de ne pas en parler, de ne pas révéler ce qu'il y a dans un dossier tant que l'affaire n'est pas renvoyée devant une juridiction de jugement et n'est pas jugée. Et là quand je vous dis ça, vous devez vous dire que je raconte n'importe quoi parce que déjà j'ai des éléments sur cette affaire et puis il y a plein d'affaires qui sont en cours et finalement on en parle et ça pose de problème à personne. Et c'est là qu'on est encore une fois confronté à la différence entre le beau principe et la réalité. Parce qu'en réalité, le secret de l'instruction, il est très souvent violé. Soit ce secret, il est violé par des enquêteurs qui en parlent à la presse, soit par des membres de la famille qui ont connaissance de l'affaire et qui vont aussi en parler. Ça peut être un moyen en fait d'influencer l'opinion publique et de faire parler du dossier avant même que le jugement ne soit rendu. C'est une stratégie qui est contraire à la loi, mais qui se voit en pratique régulièrement. Et donc les infos que je vous présente aujourd'hui, c'est celles qui sont disponibles dans la presse, donc nécessairement elles ont fuité. Après, tout n'a pas fuité parce que le procureur de la République est en droit de faire des communications, des déclarations et de révéler des informations. C'est prévu par le texte, il n'y a pas de difficulté. Et pour connaître la suite, eh bien, il faudra attendre que ce dossier avance, que l'instruction se termine et qu'on ait une juridiction de jugement qui soit saisie. Dans ces cas-là, on a une détention qui va continuer, qui est prévue par les textes.
En attendant, les 3 personnes mises en examen, elles sont régulièrement présentées à un juge, le juge des libertés et de la détention. C'est ce juge-là qui est chargé de contrôler si la détention doit se poursuivre ou pas. Il est garant de cette liberté. Je vous le précise, si vous ne le saviez pas, que la détention provisoire, c'est censé être l'exception. Si on regarde l'article 144 du Code de procédure pénale et les articles qui suivent, on est sur un dernier recours si on ne peut pas garantir certaines exigences. Je vous les mets à l'écran, mais globalement, c'est l'idée que on ne peut pas faire de pression à la victime, on ne doit pas pouvoir s'enfuir, on ne doit pas pouvoir s'entendre avec les autres mis en examen sur une version. Même si ça reste l'exception en principe, on a quand même très souvent des détentions provisoires, surtout en matière criminelle. Et là, les 3 mises en examen, ils risquent une peine de réclusion à perpétuité, donc leur détention provisoire, elle peut durer 3 ans. 3 ans qui viendront se déduire de leur peine finale. Bon, si on parle de perpétuité, on déduit pas, mais vous avez compris l'idée. En tout cas, il va falloir attendre encore un peu pour avoir le dénouement de cette affaire. Philippe, par l'intermédiaire de son avocat, a exprimé des regrets. Il semble visiblement sous le choc, il ne comprend pas pourquoi il est passé à l'acte. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà donc l'histoire sordide qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a choqué l'Aveyron en 2023 et en 2024. Et ça risque de pas mal parler encore quand le procès s'ouvrira. Bon, maintenant que je vous ai coupé l'appétit, il est temps de conclure cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous en aviez entendu parler, si vous la connaissiez, si vous connaissiez le secret de l'instruction aussi, quel est votre avis là-dessus? Je suis toujours curieuse de vous lire en commentaire. Et à votre avis, qu'est-ce qui a pu leur passer par la tête? De toute façon, on aura l'occasion d'en discuter parce que je vous dis, cette affaire, elle est loin d'être terminée. Mais d'ici là, eh bien, on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Salut!